Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai la lourde charge, d'abord, ça c'est mon quotidien, de représenter la Fondation Abbé Pierre, et c'est pas une mince affaire. J'ai accepté le challenge de traiter à la fois du thème de l'habitat et de la santé, et d'exposer à travers une réalisation concrète, c'est-à-dire le déploiement, l'activation d'un programme national décliné régionalement, de répondre à une espèce de question posée sous forme de problématique à l'implication des populations et leur appropriation des dispositifs. Alors, depuis ce matin, on entend bien le lien qu'il y a entre habitat et santé et habitat. Donc je vais essayer de renforcer ce qui a été évoqué ce matin en m'appuyant sur une campagne qu'on a lancée en 2007, la Fondation. Et le slogan, c'était « Quand on est malade, on reste à la maison, mais quand c'est le logement qui rend malade, on fait quoi ?» Alors c'était une campagne qui s'inscrivait dans la tradition des campagnes de sensibilisation de la Fondation. C'était un message à caractère non pas simplement informatif, mais à vocation d'essayer de sensibiliser, de toucher les citoyens avant tout, parce que je rappelle, puisqu'il a été question ce matin de dépendance financière, d'autonomie et de moyens d'action, que la Fondation, elle, a cette chance, ça lui demande du travail, mais on s'appuie sur quand même un fondateur qui est encore une image assez vivante, même s'il est parti en grandes vacances il y a quelques années, de pouvoir vivre uniquement de la générosité du public. On fait appel à dons, on collecte, et ça nous donne l'entière liberté du ton que l'on adopte, de la posture politique que l'on a, et des sujets que l'on veut traiter, le mal logement étant celui qu'on traite prioritairement. Donc quand on est malade, on reste à la maison, mais quand c'est le logement qui rend malade, eh ben, ça nous posait la question, dans un premier temps, d'essayer de dévoiler, ou de révéler, ou de montrer, ou d'indiquer, ou de présenter quelles étaient les conséquences de vivre dans un état de mal logement. Alors la forme la plus dure, c'est d'être privé totalement d'habitat, jusqu'à celui de vivre dans des conditions d'insalubrité ou d'indécence, et de révéler les conséquences sur la santé. Et pour ce faire, eh ben, on a fait comme les autres, j'allais dire, on n'a rien inventé, sauf qu'on l'a fait sous forme d'une infographie. Une infographie qui est parue dans le Nouvel Obs au mois de juin l'année dernière, et qui traitait la question de la relation entre mal logement et conséquences sur la santé, à travers les 11,02 millions de personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est tout simplement quand vous avez froid dans votre logement, quand vous vivez dans des conditions tellement insalubres que vous ne pouvez pas être installé confortablement et vivre paisiblement, ou alors c'est pour être à peu près dans les mêmes conditions, consacrer une part trop importante de vos ressources dans ce poste principal de la fourniture d'énergie, et donc à partir d'au-delà de 10% de votre budget de ménage consacré au poste simple de l'électricité, le gaz, pour vous chauffer, pour vous éclairer, on considère que vous êtes dans une situation de précarité énergétique. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a comparé le vécu, ces situations, de ces 11 millions de personnes concernées par des vies dans des conditions de mal logement, aux autres personnes, aux autres ménages qui, eux, vivaient dans des logements isolés, chauffés, et qui ne consacraient pas plus de 10% de leurs ressources. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh bien, des écarts importants. Alors, si on prend toute l'arborescence, c'est-à-dire les 12 700 personnes privées de logement, véritablement à la rue sans même une nuit de rupture grâce au 115, puis en passant par les 141 500 sans domicile fixe, et en allant jusqu'à ces 11 millions de personnes concernées par la précarité énergétique, je vais vous donner juste 2 ou 3 chiffres. Eh bien, par exemple, l'âge moyen de décès en France pour une personne à la rue, c'est 49 ans. L'âge moyen d'une personne qui ne vit pas à la rue, en France, c'est 77 ans. Pour les sans domicile fixe, on a constaté, par exemple, qu'il y avait 29% des 141 500 personnes sans domicile fixe, ce sont des chiffres de 2012, qu'il y avait 29% des mères qui présentaient des troubles dépressifs, ce qui représente 4 fois plus que la moyenne nationale. Je m'arrête là pour ces 2 groupes constitués, que certains appelleraient des cohortes, et je m'attache aux 11 millions de personnes vivant en situation de précarité énergétique, et là on regarde la conséquence en matière de vie dans le mal logement pour des adultes et pour des enfants. Et qu'est-ce qu'on compare, qu'est-ce qu'on approche? Allez, on va prendre, tiens, l'anxiété, la dépression, parce que ça parle. Quand on est en situation de précarité énergétique, on est plus de 40% à être dans cet état-là, alors que quand on ne vit pas dans cette situation, on est à peine 28%. Si je vais chez les enfants,
on est par exemple sur les indicateurs de rhume et d'angine à 84% pardon, pour les gens en précarité énergétique, quand on est à peine à 60% pour ceux qui n'y sont pas. Bon, j'arrête de donner ces exemples-là. De toute façon, cette infographie, elle est disponible sur le site de la Fondation. C'est un document public, puisqu'il est paru dans un journal très sérieux qui s'appelle Le Nouvel Observateur, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, à la Fondation Abbé Pierre? On essaie de répondre à toutes ces difficultés et surtout, on essaie de bâtir, en utilisant le mieux possible l'argent de nos donateurs, des programmes opérationnels qui viennent répondre le plus concrètement aux situations que l'on ne découvre pas, mais qui nous sont signalées, rapportées ou que l'on détecte nous-mêmes. Et pour ça, on a bâti en 2007 un programme baptisé, tout est dit dans son nom, SOS Taudis. Parce qu'on considérait à la Fondation qu'un logement digne et décent ne se méritait pas, que c'était un droit. Ce droit a été confirmé par les textes, ça nous a été rappelé ce matin à travers la loi Dallot de 2007. Et je cite à ce moment de mon exposé un article de la revue Métropolitique paru en septembre 2011 qui caractérise un petit peu ce que nous, à la Fondation, on pense de cette question du logement et qui est extrêmement bien formulé. Je vais essayer de ne pas provoquer de hoquet. Alors, un logement sert à se loger, pas à s'enrichir. Il sert à se reposer, à élever ses enfants dans la sécurité matérielle et affective. Il est un élément de la dignité. Il est aussi un marqueur social et identitaire fort. En disant où j'habite, je dis qui je suis et à quel groupe je me sens appartenir. Pour toutes ces raisons, le logement n'est pas un bien comme les autres. Et là, on est dans le dur de la présentation du programme. On a évalué, ce sont des chiffres qui sont variables en fonction des années, mais qui ont toujours, j'allais dire, un cœur de volume qui est suffisamment important pour qu'on continue à s'y attacher. On recense à peu près 600 000 taudis en France. Ça concerne à peu près 2,5 millions de personnes qui vivent dans ces taudis. Et ces taudis, alors que le logement, par ailleurs, a fait d'énormes progrès dans d'autres aspects, eh bien, ce sont des logements qui ont comme caractéristiques, 3 caractéristiques principales. Alors on dit, la première, c'est le sans confort. Le sans confort, ça veut dire sans eau potable, sans WC intérieur, sans installation sanitaire. Ça commence à être déjà pas mal dans le niveau de sans confort. Mais derrière, on peut trouver aussi des situations de logement de très mauvaise qualité. Pas d'isolation, pas de chauffage, pas d'installation électrique, ou alors des choses qui sont absolument pas en conformité, qui peuvent recouvrir des situations dangereuses. Et donc là, c'est bien la situation des gens qui sont dans des logements en précarité énergétique, par exemple. Ou parfois, des logements qui sont carrément dangereux. Vous venez de voir l'exemple londonien de cette tour qui a brûlé. Hein. Les gens avaient lancé moult pétitions, des alertes qui n'ont jamais trouvé preneur depuis des années. Il a fallu attendre qu'il y ait 12 morts et le reste de l'immeuble mis à l'abri pour qu'on commence à réfléchir. Et c'est ce qu'on peut déplorer nous aussi. Alors, pour traiter dans ce programme SOS Taudis les conditions de vie des occupants, puisque ça s'adresse, et c'est assez curieux, à ce qu'on appelle des propriétaires occupants. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans ces taudis, ils sont propriétaires de leur logement. Ils n'ont pas d'autre choix de parcours résidentiel parce qu'ils sont souvent, et majoritairement, en milieu rural. Ils sont souvent des conditions sociales, puisque le premier des indicateurs, c'est quand même l'élément de la pauvreté qui vous conduit à des mauvaises conditions de logement, parce qu'on n'en a pas parlé depuis la matinée, mais ce n'est pas véritablement le sujet. Le premier problème, c'est le coût du logement et le coût d'usage particulièrement. À Bordeaux, on est très bien placé pour parler de ces questions-là quand on voit le renchérissement des prix et l'évolution des tarifs. Et donc, on traite 3 thématiques prioritaires d'intervention dans notre programme. On fait ce qu'on appelle de l'amélioration globale de l'habitat jusqu'à la sortie d'insalubrité. Grosso modo, le bouquet de travaux le plus important qui refait les murs, la toiture, le sol et toutes les installations. Deuxièmement, on lutte évidemment contre la précarité énergétique avec un objectif qui est cette lutte-là, mais une finalité. La finalité, c'est redonner des conditions de vie et de confort aux ménages occupants en luttant contre cette précarité énergétique et surtout que cette nouvelle situation de vie se traduise aussi par une économie réelle sur le budget de fonctionnement du poste énergie. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on dépasse les 10% de ses ressources du ménage, on est en situation de précarité énergétique, et qu'on allège donc ce poste de dépense et qu'on soit plus au chaud dans son logement. Alors ça, c'est ce que fait le programme SOS Taudis. Le programme SOS Taudis, évidemment, c'est un complément de subventionnement aux propriétaires occupants de ces taudis, en complément des programmes nationaux. Vous entendez parler de l'ANA très régulièrement, avec un programme spécifique qui s'appelle Habiter mieux. Je vois Martine Jardinet dans la salle, le conseil départemental fait de l'aide à la rénovation de ces logements. Donc on est un maillon, une chaîne, dans ce concert des contributeurs, et
une fois n'est pas coutume, ils sont suffisamment nombreux et ils mettent des moyens. Mais comme on est devant des populations extrêmement pauvres, à tous les sens du terme, hein, pas que économiquement, eh bien il y a besoin de ce reste à charge à financer. Et ce reste à charge à financer, on le finance sous deux registres. La subvention pure, on alloue une subvention dédiée aux ménages pour financer 100% de son reste à charge. Mais comme on va parler d'empowerment et d'implication des populations et de leur appropriation des dispositifs, je pourrais paraphraser mes prédécessrices en disant que nous aussi on essaie d'utiliser le cadre légal pour les faire s'impliquer. Et donc du coup, on utilise deux outils. Un qui est un outil assez traditionnel mais qui se trouve pas sous le sabot d'un cheval quand ça concerne des familles en énorme précarité, c'est l'épargne personnelle. Donc vous comprendrez aisément que cette épargne n'est suffisamment pas disponible parce que sinon on ne se poserait pas la question de financer le reste à charge. Mais en même temps la solidarité familiale, parce que très souvent on est dans les cas de propriétaires occupants qui sont un peu âgés, et donc on se dit attention, si on met le paquet pour rénover cet habitat sur la période de vie restante, qui en hérite et qui n'aura pas fait l'effort de la solidarité familiale avant, donc on est très préoccupé parce que derrière il faut qu'on puisse envoyer un message à nos donateurs en leur disant on ne dilapide pas les ressources qu'on a suffisamment de mal à collecter. Et puis, dernier élément, contrairement à une idée reçue, les pauvres, ils sont aussi sérieux que les autres, ils sont aussi responsables que les autres, et on va même voir qu'ils ont une capacité d'agir à chaque fois qu'on leur donne la parole et qu'on leur laisse exprimer leurs désirs, et donc ils sont capables de rembourser. Donc on fait ce qu'on appelle des pré-missions sociales, avec des réseaux d'acteurs qui s'appellent les Procivis, donc des sociétés dont vous avez peut-être entendu parler. Grosso modo, ce sont des microcrédits accordés à des gens qui n'ont pas la capacité de montrer patte blanche au système bancaire ordinaire, avec un vrai montage financier indexé sur un taux d'intérêt zéro, donc ils remboursent à l'euro emprunté l'euro de remboursement, et surtout on aménage la durée de l'emprunt en partant non pas du cadre légal des 33% d'endettement, toutes choses égales par ailleurs, non, en partant de ce qui serait nécessaire comme reste à vivre pour subvenir à ses besoins de première nécessité, et quelle est la marge de manœuvre pour rembourser. Donc on peut avoir des situations où les gens ont des prélèvements automatiques de mensualité qui sont à peine quelques dizaines d'euros, mais qui tiennent compte de tout l'environnement de la vie quotidienne. Alors, maintenant pour parler d'empowerment, et comment on fait pour décliner ce programme SOS Taudis en impliquant particulièrement les populations qui sont concernées. Alors là, on ouvre un peu le champ des possibles au niveau de la population. Ce sont toujours des populations qui sont détectées par les réseaux de l'action sociale, les CCAS étant une très bonne porte d'entrée. Et on essaie d'aller plus loin en disant il ne faut pas s'adresser uniquement à des propriétaires occupants. Il y a des locataires qui ne sont pas forcément victimes de marchands de sommeil, mais qui habitent de l'habitat qui est en super état. Une partie de la responsabilité du locataire dans le cadre de la loi du bail, de la loi de 89, l'oblige à faire un certain nombre d'aménagements et d'entretien courant. Eh bien c'est là qu'on est dans une logique du dire au faire. C'est-à-dire qu'on va voir la famille, alors par le truchement de tout un tas de donneurs d'alerte qui captent tous ces signaux faibles, le gars qui est récurrent dans ce CCAS pour payer la facture, pour payer le loyer, pour des bons alimentaires, on se dit tiens, lui, non content d'être pauvre, il ne doit pas habiter un appart super sympa, donc on va voir, et on essaie de favoriser ce qu'on appelle l'expression du désir. On ne raisonne pas à partir du besoin, c'est, je vais vous le démontrer après, du moins je l'espère, on écoute cette expression du désir, et on essaie de réaliser dans une forme de micro-décentralisation, une espèce de protocole sur mesure pour répondre à son désir en l'impliquant. Grosso modo, on fait un pari. On lui dit « Ah bon, tu veux ça, 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 et toi, dans tout ça que tu voudrais faire réaliser dans ton logement, qu'est-ce que tu y mets de toi-même » Et ce qu'il y met de soi-même, c'est simplement ses capacités à faire, alors sur le plan technique, c'est souvent ça, hein, la main-d'œuvre, c'est ce qui fait le plus défaut aux artisans, c'est pas le coût des matériaux, surtout que là, dans ce dispositif-là, on trouve les matériaux à pas cher, grâce à des compagnons bâtisseurs en Aquitaine qui nous fournissent, à partir de leur plateforme du bâtiment, les matières premières. Et donc on dit, on fait de l'accompagnement à l'autorénovation, à l'autoréhabilitation, donc on est plutôt dans l'embellissement, on est plutôt dans améliorer le cadre de vie, et on construit ça comme étant un aspect de la mise en œuvre du droit au logement pour tous. C'est-à-dire que grosso modo, il ne suffit pas d'avoir le toit dans un mauvais état, il faut avoir les conditions de vie à l'intérieur de ce toit, mais elles sont réalisables qu'à partir du moment où le ménage occupant s'y implique. Et du coup, on vise 4 objectifs. Le premier objectif, c'est ce que je vous ai essayé de vous expliquer, c'est inverser la charge de la preuve. C'est l'habitant, c'est l'occupant qui est le moteur, c'est pas le professionnel qui dit « faut changer ci, faut changer là, faut faire autrement, faut mettre telle couleur, etc. » C'est l'habitant qui formule son projet. Ensuite, qui trop embrasse mal étreint, donc on travaille
concrètement à une échelle individuelle. C'est pour ça que c'est des micro-projets. Voilà, ils ont leur définition dans le titre, pour viser évidemment la qualité et surtout pour s'inscrire dans une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyens. Si on commence le chantier à un moment et qu'on ne va pas au bout, finalement c'est peine perdue. Ensuite, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que le ménage, au départ, on utilise les capacités résiduelles que l'on a détectées chez lui et on le fait monter en compétences parce qu'il met la main à la pâte, il se forme, il acquiert du savoir-faire et du coup, au final, quand son logement est rénové, est embelli, est plus fonctionnel, plus agréable à vivre, eh bien, il est, dans le premier niveau, en capacité de témoigner, de relater son expérience. C'est ce qu'on va voir, je crois, dans l'après-midi, des relations d'expérience, et ça fait la valeur de tout. Et puis surtout derrière, s'il se sent un peu plus et s'il est poussé dans une aventure un peu plus collective, il peut transmettre. Et puis enfin, c'est ce qu'on appelait quand l'élève dépasse le maître, eh bien c'est l'habitant. Vous savez, vous connaissez la formule, c'est moi qui l'ai fait. Et bien c'est un peu ce genre-là. C'est moi qui l'ai fait, ça lui donne tellement de confiance en lui qu'il se dit, ben moi je me sens capable d'aller chez des voisins, chez des citoyens à proximité, et de dire, voilà, on m'a montré comment monter une cloison de placo, et ben je peux non seulement mettre la main à la pâte, et devenir à ce moment-là moi-même tuteur. J'accélère, je ne sais pas où j'en suis. La finalité de tout ça, c'est bâtir et mettre en œuvre un dispositif global centré sur l'habitant, permettant d'intervenir à son domicile en l'impliquant. Et la deuxième finalité, ou une partie de cette finalité, c'est par l'engagement du ménage dans la réalisation de l'expression de son désir, on lui permet également d'acquérir un savoir-faire, voire une méthodologie de projet, qui, de notre point de vue, alors ça peut être contesté, mais on l'a un peu vérifié, est transposable à tous les autres aspects de la vie quotidienne. Grosso modo, on lui a donné une technique, une méthodologie, il l'a mise en pratique, il y a eu un résultat, on est dans quelque chose de tangible, de mesurable. Du coup, pour tous les autres projets de vie quotidienne, il se dit, si j'applique la même recette, eh ben peut-être je peux obtenir le même résultat. Alors, on est dans ces micro-projets d'auto-rénovation, d'auto-réhabilitation, d'auto-embellissement. On n'a rien inventé, là, c'est absolument pas innovant, c'est simplement la façon de le pratiquer à cette échelle micro-locale, en visant uniquement des individus, des ménages, qu'on a un peu dimensionné les choses. Donc on est capable de passer de la simple embellissement à la sortie d'insalubrité. On ne sait pas, on peut tomber sur un gars qui est un ancien plombier, un ancien maçon, qui est au chômage depuis longtemps, mais il a tout le savoir-faire, il avait juste besoin d'être un peu reboosté parce qu'il avait touché le fond, et il fallait qu'il reprenne. Et puis on peut être aussi dans une échelle de réponse à l'urgence. Voilà, il y a un risque d'incendie, un risque de péril, au traitement de fond, parce qu'on va voir que par le truchement de la technicité, dans l'embellissement de l'habitat, on va toucher tout le reste. Et puis enfin, le procédé, il a une capacité importante à répondre à des questions. Ce matin, on a parlé d'évaluation, on a dit on n'attend pas que ça soit évalué pour lancer le programme. On a du temps qui nous est imparti, qui est insuffisant pour que le protocole se suive jusqu'au bout et qu'on soit dans une sanctuarisation du résultat, pouvant dire « oui, moi je sais, c'est comme ça ». On est toujours avec des précautions oratoires en disant « oui, alors c'est ça, mais peut-être que… ». Nous, on sait dire, grâce à ce programme, pour qui le ménage il est identifié, voilà. Pourquoi, quand, comment, avec qui et combien. Le combien il est important parce qu'en finances publiques, dans toute l'action sociale, on a besoin de rendre des comptes sur l'emploi des finances publiques, mais nous aussi on a besoin de rendre des comptes parce que si le niveau de collecte qui perdure à travers les années depuis plus de 20 ans, c'est pas uniquement sur l'image de l'abbé, sur la réalité de l'emploi de ces fonds qui nous sont collectés. Il faut quand même bien se rendre compte que le don moyen à la Fondation Abbé Pierre, c'est 70 €. Donc si vous n'êtes pas capable de dire à un ménage qui vous file 70 €, dont on sait pertinemment qu'il n'est pas un des plus riches, il faut pouvoir justifier de l'emploi concret de ces 70 € collectés, et à travers ce programme, on est dans une évaluation en temps réel du soutien apporté par le programme. On peut retracer et sourcer extrêmement précisément, c'est dans une cloison de placo, c'est dans des doubles vitrages, c'est dans une toiture refaite, c'est dans une clôture de jardin, c'est dans une tapisserie, etc. Et là, on a gagné le pari. Et puis enfin, on est sur 2 registres qui vont du donneur d'alerte jusqu'au ménage, où à chaque fois que vous allez au CCAS exprimer une nature de besoin et que dans la palette de l'offre de service du CCAS, vous trouvez une réponse, un bon alimentaire, un petit peu d'aide financière pour payer une facture, là, on capte au-delà de ce signal-là
tout ce qui concerne l'habitat, parce que c'est très souvent et très majoritairement lié à l'habitat. Et enfin, le ménage, eh bien, en l'impliquant, on renforce son pouvoir d'agir, on rompt un peu la situation d'isolement, et on essaie de prévenir le reste. Alors, j'accélère parce que là, je suis sûr que je suis en retard. Voilà, c'est bien ça. Donc, alors, synthèse. L'entrée technique de ce programme, elle permet de prévenir une partie de tous les autres risques qui sont concomitants à votre état de ménage occupant un logement en situation d'indécence, d'insalubrité, voire de risque aggravé. Et ce que ça prévient comme partie de risque, premièrement, c'est ce qu'on a constaté. Alors ça évidemment, a une configuration de ménage qui sont des familles avec des enfants. Eh bien, c'est la question du métier de parent. Vous restaurez votre image de parent vis-à-vis de vos enfants parce que tout simplement, vous avez refait la chambre du petit, vous avez fabriqué un bureau, et que cet environnement nouveau vous permet de vous impliquer, y compris dans le suivi scolaire, alors que vous n'aviez pas du tout les moyens de le faire. Et ce protocole-là, il a été vérifié par nos collègues de Lille, avec le pacte local. Ils ont monté une opération toute bête. Je fabrique mon bureau d'enfant et la chambre d'enfant, et on s'est aperçu que sur le suivi longitudinal, pour le coup, les résultats scolaires s'amélioraient parce que les parents, eux aussi, s'impliquaient. Et puis enfin, on embellit son habitat, et ça permet de se reconstruire soi-même. C'est un autre slogan d'une de nos campagnes. On émet par ce biais-là une sorte de signal au monde extérieur en disant voilà, je ne vis plus dans mon taudis, j'ai embelli, donc je vous indique une volonté nouvelle d'intégration, un nouveau choix de m'impliquer dans la société. Parce que tout simplement, la mixité sociale, ça ne se décide pas. On peut vous raconter tout ce qu'on veut sur on va mettre les pauvres avec les riches dans la même tour. Non, non, ça ne marche pas. C'est la conséquence d'un processus affinitaire, et cette action, elle permet de retrouver cela. Et alors, du coup, j'avais quand même ça. Voilà. Conclusion, c'est promis, je m'arrête. Communication, promotion et publicité autour du programme. On est dans l'obligation de... C'est Gandhi qui disait l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Bon, eh bien, c'est dans ce processus-là, dans cette idée générale-là, que le programme s'inscrit. Et le programme, il dispose de tous les outils pour communiquer. On peut faire de la production de photos, du montage vidéo, des tutoriels, ça existe, hein, les gamins ils apprennent à jouer de la musique en 5 minutes sur internet parce qu'il y a un gars comme eux qui est avec une guitare qui leur montre, on affiche les diagrammes des notes et vous n'avez même pas besoin de connaître la musique, en une semaine vous savez. Donc les outils existent. Le plan de communication, il découle de ça. Vous faites une présentation qui met à l'honneur les participants, vous allez chez les gens pendant qu'ils rénovent avec tout le protocole d'accompagnement, et bien ça parle suffisamment. Et puis enfin, le projet, il permet de parler des femmes et des hommes qui sont au-delà des statistiques, parce que c'est bien beau, les statistiques, je ne vous regarde pas précisément, madame. Les statistiques, elles ont une valeur, mais elles ne parlent jamais d'autre chose que de situations individuelles. Et bien donc, du coup, ça permet de rendre le projet utile à dire pourquoi, à qui il est essentiel, et un bon salarié de la Fondation des Pierres conclut toujours une intervention par une citation de l'abbé lui-même, la voici: « Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre ».